Attendez, là, les micros ne sont pas branchés. Comme les exposés précédents ont pu le montrer, c'est branché là. Je vais peut-être le garder à la main. Oui. Dans l'orientation qui est la nôtre, le traitement des sujets autistes qui en sont inspirés met l'accent sur le branchement, sur l'intérêt même de l'enfant ou du sujet. Non pas une stimulation, répétition pour tous, mais une sollicitation sur mesure. Avant d'avoir lu Affinity Therapy, je donnais volontiers l'exemple robuste d'un traitement orienté par nos collègues d'une antenne 110 à Bruxelles, qui était un enfant avec comme objet exclusif un bâton qu'il maniait autour de lui. C'était dangereux. Donc, dans une première des institutions qui allait l'accueillir, la première manœuvre était de débrancher de façon comportementale, de séparer l'enfant du bâton, avec un système de récompense et de renforcement. Dans l'orientation qui est la nôtre, on est parti d'abord au contraire, de l'existence du bâton, et puis ensuite, on a compliqué le circuit que l'enfant faisait avec ce bâton. D'abord, il y a eu le rapprochement entre le bâton qui faisait du bruit en tapant sur une surface, de le rapprocher de la cloche de l'église qui était voisine de l'institution. La cloche, ensuite le bruit de la cloche, puis intérêt pour les heures où sonnait la cloche, puis pour les aiguilles de l'horloge. De là, passage aux chiffres, d'abord abordé concrètement avec un modèle 12 heures, 24 heures, puis ensuite les minutes dans les heures, et enfin, passage à l'intérêt pour l'arithmétique à l'école. Le monde de l'enfant s'est agrandi, développé à partir de son objet, non pas considéré comme un obstacle, mais comme un appui. Alors, c'est pourquoi le récit de Cornelia et de Ron Sunskin a d'emblée été fascinant comme expérience d'un investissement de toute la famille pour inventer une langue et une méthode à partir d'un intérêt spécifique de l'enfant. Je retiendrai donc quelques moments clés qui m'ont frappé au cours de la transmission que font les Susskind et puis Dan Griffin de ce travail de 20 ans. D'abord, j'ai dit la première interprétation de Cornelia Susskind, sa mère, au moment où, en quelques mois, Ron perd le langage. Elle nous a ce matin donné des indications très précises sur ce qui a eu lieu à ce moment-là. Au moment où il perd le langage, il lui reste un mot, Juice, qui aurait pu être interprété comme une sorte de régression orale, une sorte de maintien d'un objet primordial encore nommable, le jus, comme une sorte de mémorial du biberon perdu. Et justement, de
ne pas se contenter de cet aspect, si l'on veut l'aspect déficitaire, régressif, mais au contraire de saisir le moment de nouveauté, où il y a un intérêt particulier. Ce matin, elle disait les yeux de Owen qui s'agrandissaient, un événement de corps devant l'écran lui permet de connecter ce juice non pas seulement à l'objet oral, mais à ce qui est la voix. Par la voix, au moment où lui-même éprouvait cette perte du langage, il saisit dans le film de la petite sirène ce moment si dramatique où la vilaine Ursula veut arracher la voix de la petite sirène, et la seule chose qu'elle veut d'elle, c'est sa voix. Donne-moi ça. Et l'interprétation, je le dis avec le sens que ça a de fort, cette première connexion entre un moment, un événement de corps qui se produit chez Owen et son rattachement à ce langage qui s'enfuit, dans le mot valise, dans le mot comprimé, just your voice, qui est interprété comme « il veut retrouver sa voix ». De là, il fallait encore, après cette interprétation, vouloir en tirer les conséquences de cet instant de voir ce rapprochement. Et il y a eu ensuite donc ces dialogues de Disney qui sont devenus la langue que la famille Susskind a utilisée jusqu'à cet anniversaire donc de 6 ans de Walt où, pour la première fois, tel que cela nous est transmis, moment remarquable de césure, Owen utilise le dialogue dans un aspect créatif. Il interprète Walt en lui disant « il ne veut pas grandir, il est comme Mowgli ». Et cette interprétation nous montre combien il est trop général de dire que les sujets autistes n'ont pas de theory of mind, qu'ils ne peuvent pas penser la position de l'autre, puisque avec ce pont, avec ce bridge, en utilisant le dialogue Disney, précisément, Owen peut proposer une interprétation de ce qui se produit sur Walt. Je veux aussi attirer votre attention sur ce moment qui est un moment clé, qui donne tout son sens aux paroles finales de l'intervention de Owen ce matin, lorsqu'il nous disait qu'il continuait à chercher ce que c'était que vieillir, lui qui devenait un homme, n'est-ce pas? Et alors qu'il a fait ce premier saut en interprétant le refus de vieillir de Walt. Il y a ensuite le passage où cette utilisation créative de changement de contexte et de sens se trouve exponentiée dans le travail avec Dan Griffin, et où la variation des contextes est interrogée. Sur ce point de l'utilisation des objets autistiques ou des centres d'intérêt pour communiquer de façon nouvelle, pour créer de nouveaux espaces, il se trouve qu'une autre mère d'enfants autistes s'est adressée aussi à Dan Griffin, et elle en témoigne dans Slate. Elle dit « Il se trouve que mon fils Jacob a aussi vu Dan Griffin, alors que Jacob a une forme d'autisme bien plus légère que celle d'Owen, très tôt à l'aise avec les lettres, mais finissant l'école tardivement. » Et elle souligne, que le centre d'intérêt de son fils a été dans Minecraft.
Et elle se demande si, dans cette fascination et l'intérêt qu'elle prend pour parler avec son fils de ce qui se passe dans Minecraft, est-ce qu'elle l'enferme ou est-ce qu'au contraire elle agrandit son monde? Et ce qui est très étonnant, c'est que, j'avais lu ça avant, mais hier, dans le Guardian, un autre père d'enfants autistes, Keith Stewart, a publié lui aussi un article dans lequel il dit tout le bien que le jeu de Minecraft a fait à son fils. Il dit le plus important, c'est que après avoir joué, et son fils Zach jouant avec son autre enfant qui lui n'est plus normotype, il dit après s'être parlé l'un à l'autre en jouant, il venait nous parler. Zach ne nous dit jamais grand-chose sur sa journée d'école, sa mémoire à court terme est très limitée, elle filtre peu. Ou bien, peut-être puisqu'il ne veut pas nous inquiéter. Mais il nous parle de Minecraft, il parle et il parle, on avait assez d'entendre parler de ça, mais au fond, on s'est dit que c'était un investissement besoin, nous écoutons toujours, même si nous ne comprenons pas tout. Et c'est ce qui fait qu'il a témoigné dans un documentaire sur la façon dont les jeux ont pu changer le monde. Il dit « J'ai parlé de la manière dont les écoles peuvent utiliser le jeu comme aide pour enseigner aux enfants tout un tas de choses, des sciences physiques à l'architecture, mais par-dessus tout, j'ai dit à quel point cela offre un espace sécurisé et créatif pour des enfants qui doivent lutter pour créer des espaces. » C'est d'autant plus frappant que Valérie Gray, ce matin, nous a parlé aussi de l'importance qu'avait pour son fils de 11 ans l'utilisation et le jeu de Minecraft. Jouer donc autour de cette répétition tout en agrandissant le monde de l'enfant. C'est, je le disais, cette transmission que a su faire Don Griffin spécialement pour nous. Et on voit une certaine tension entre la logique comportementaliste et la logique de l'échange thérapeutique du point de vue du thérapeute, pour comprendre ce qui a lieu dans à la fois ce qui paraît contrainte dans le jeu et en même temps ce que ça ouvre de possibilités de passer vers le nouveau à partir de la sécurité de la répétition. Par exemple, les chercheurs de Yale qui tentent d'établir une thérapie standardisée à partir de l'exemple familial des Susskind se réconcilient avec l'utilisation de ce qui est pour eux un jeu de rôle dans la mesure où pour eux il suffit d'encourager l'usage de ce jeu de rôle par un système de récompense. Et M. Fred Volkmar, qui dirige les centres de recherche sur l'enfant de Yale, sur l'autisme, dit qu'en effet, depuis longtemps, les chercheurs savent utiliser les centres d'intérêt des enfants, et c'est comme ça qu'ils avaient mis au point, avec Ventola, qui est un de ses collaborateurs et des chercheurs, les évolutions des fonctionnements cérébraux des enfants qui recevaient une thérapie PRT. La thérapie PRT, c'est la thérapie locale, enfin c'est la thérapie de Yale, qui n'est pas celle de Harvard, qui n'est pas celle de Stanford, eux, ils ont leur truc. Et ce traitement, donc, est basé sur la facilitation des compétences sociales par renforcement du comportement. Et par exemple, sur le site de Autism Speaks, on trouve en effet cette référence au PRT. Donc, si l'enfant a un centre d'intérêt qui est un animal en peluche, comme un certain nombre à Nonette, eh bien,
on le lui donne s'il fait un effort important pour désigner l'objet qu'il veut, en utilisant un sujet, un complément, un verbe, une phrase grammaticalement correcte, ou en cherchant le contact dans les yeux. Alors là, on lui donne l'objet en plus. Ça, c'est comprendre le système à partir du renforcement de la récompense. Mais en face de cette raison comportementale, voyons le point de vue du thérapeute, en particulier lorsque Dan Griffin isole le moment où Owen fait un usage nouveau des dialogues Disney. Et ce qu'il ressort d'un entretien qu'il a eu avec Anna Rosin, dont il avait eu déjà l'enfant, et puis avec Ron Suskind. Et donc Dan Griffin dit à ce moment-là, lorsqu'il y a, pour marquer cette rupture, « Je m'en souviens, jusqu'à ce jour, nous avions fait une pause au cours de la séance. En général, Owen se sauvait de la pièce à toute vitesse. Ce jour-là, il est resté. Vous avez joué une scène, il s'adresse à Ron Suskind, vous avez joué une scène avec Iago, je crois que c'est la scène que nous avons revue dans le film, l'extrait du film qui était présenté ce matin. Il y a eu cette décharge d'énergie dans la pièce, tu étais beaucoup plus engagé, il était beaucoup plus engagé, on avait l'impression que tout était possible, il y avait une pure connexion, une pure joie, ça a fait tilt, nous devions être capables d'exploiter ça. Et il note cette scène avec Iago, qui est justement où le père répond comme Jafar, « J'aime la manière dont ta mauvaise petite tête fonctionne », qui est une sorte de jeu en abîme où le père, où Ron dit à Owen, « J'aime la manière dont ta petite scène fonctionne », au moment où il y a un moment de fonctionnement nouveau. Et ça échappe à la logique dite du renforcement. C'est le moment où il y a une véritable connexion, c'est de l'ordre de la même connexion, si on veut, comme événement de corps qui a eu lieu dans l'interprétation de Cornelia. Alors, l'heure tourne. Je voulais noter qu'à partir de l'affinity therapy, de nouveaux traitements ont pu être pensés, imaginés, dans l'abord de la greffe sur la voix de l'enfant, par la voix de l'enfant en tant que passant par des dispositifs machiniques. Par exemple, une mère de famille aussi d'un autre enfant autiste a pu se servir du système Siri qui fonctionne sur les smartphones Apple. Vous savez que le système Siri est un peu moins bon que le système qui marche sur Android. Mais justement, il est un peu moins bon, donc il répond un peu plus à côté. Il est un peu plus poétique. Et la mère de cet enfant a su se servir de ça de façon formidable. Elle raconte en effet, après avoir entendu son enfant parler avec Siri pendant 1 heure du déplacement des orages, qu'il craint beaucoup, du déplacement de la météo et des orages ayant lieu actuellement au cours au-dessus des États-Unis, donc une documentation complète que Siri pouvait donner parfaitement. Au bout d'1 heure, donc, il lui dit, l'enfant dit « Tu es un ordinateur très gentil ». Et Siri lui répond « C'est agréable d'être apprécié ». Et au fond, la mère transmet les dialogues de son enfant et la façon dont elle-même, à la fois, est soulagée du transport d'une certaine partie du dialogue avec la machine et comment elle-même peut rentrer aussi en communication et en échange avec la machine. Et cette mère de famille, qui s'appelle Judith Newman, a écrit un article dans lequel elle dit qu'après avoir lu Affinity Therapy, elle a contacté aussi les gens qui développent le système Siri, qui lui ont dit qu'ils avaient déjà été contactés par Ron Suskind pour essayer de greffer sur le système des voix de personnages de dessins animés qui pourraient servir justement aux enfants. Et le responsable du développement, William Mark, qui est le vice-président pour l'information du système,
Il a dit « Mais votre fils sera bientôt en mesure d'obtenir de façon proactive des informations sur ce qui l'intéresse, en passant à la fois par des voix et même sans demander, parce que l'assistant va anticiper sur ses goûts et lui donnera des nouvelles avant même qu'il le demande. » Nous voyons ces branchements entre, en effet, des usages qui peuvent être nouveaux et productifs de ces machines. Car, en effet, les différentes machines dont nous disposons, comme je le disais ailleurs, permettent d'isoler ce qui est pour nous l'instance de la lettre, ce qui fait répétition, ce qui fait un, aussi bien dans le regard par toutes les machines et les écrans visuels, dans le regard, dans la voix par tout ce qui est les dispositifs d'enregistrement et de répétition, et aussi dans ce qui peut être le comptage, ce qui peut être le chant, la musique, on a dit. Donc, toutes ces communications peuvent se faire et avoir un impact aussi important que ce que disait Ron Suskind sur le rôle du magnétoscope, du VCR, dans la possibilité d'extraire un objet et de le passer par la répétition. Et en extrayant et de faire de cette répétition machinique, non pas une soumission à la machine, mais au contraire un moyen de traitement qui permet de déboucher sur le nouveau. Par exemple, je voulais aussi souligner qu'après la lecture de Affinity, j'ai vu autrement, disons, la façon dont d'autres enfants utilisent le dessin animé. Par exemple, dans une institution en Belgique, dont un colloque sur l'autisme dimanche témoignait son thérapeute, on voit un enfant qui s'appelait Tom, qui ne supportait pas la classe du tout et le groupe scolaire dans lequel il était. Et il ne communiquait pas avec les autres, mais il jouait seul en se passant en boucle des bouts de phrases de dessins animés qui paraissaient décontextualisés. Et d'autre part, ces jeux, au départ, sont des jeux avec des boîtes d'un côté qu'il ouvre et qu'il ferme, ou dont il vide tous les objets, et puis il prélève les lunettes sur le thérapeute, ou bien il prend comme objet un halogène, une lampe, dont il se sert avec ces deux halogènes. L'un, il se regarde dans l'image, et de l'autre, il en fait une sorte de micro dans lequel il chante. Avec ce dispositif, le thérapeute s'est servi de l'identification du corps de l'enfant, trouvant ses doubles à la fois dans le dessin animé et se servant du dessin animé comme médiateur avec son thérapeute. Là, ça passait par un monsieur totem, qui, en répétant les phrases du monsieur totem, il pouvait arriver à ouvrir et fermer les portes des coffres dans lesquels il y avait les objets, comme une sorte de bouche hurlante. Puis ensuite, dans la bouche hurlante qui s'ouvrait et se fermait, il a pu mettre des pans entiers des phrases de dessins animés, comme par exemple « Ils arrivent, allez vite, on se dépêche, maman, mon enfant, tous à la fourmilière », des cris, des bribes, des morceaux, comme si c'était des phrases concaténées d'un seul bloc, qui étaient des phrases de menaces de mort ou de demande d'aide. « Attrapez-le, au secours, aidez-moi », etc. Et puis, de ces phrases-là, il a pu aussi en même temps intégrer les oppositions qu'on lui apprenait à l'école entre gauche, droite, froid, chaud, tout ce qui lui ont permis de décomposer ce qui était un bloc par des séries d'oppositions. Et peu à peu, il en est arrivé à construire, lui qui vidait toutes les boîtes, etc., construire lui-même des boîtes en Lego
enfin disons son Minecraft à lui, c'était de construire ces boîtes dans lesquelles il a fini par pouvoir loger ses objets. Ça n'a été possible que grâce à l'utilisation du double du personnage du dessin animé, qui a été un intermédiaire qui lui a permis de supporter le regard et la voix du thérapeute. Alors, je voulais aussi signaler un aspect qui m'apparaît crucial dans l'affinity therapy. C'est que dans l'utilisation du double, c'est-à-dire prélever un personnage sur écran, comme dans le dessin animé, lorsqu'on le met en scène dans soit les dialogues de la famille, soit dans l'interaction avec le thérapeute, il y a un passage de la 2 dimensions à 3 dimensions. Et c'est un moment crucial, ce moment où se détache en effet le double à 3 dimensions de ce qui est le rapport à l'image. Et un sujet, justement un enfant, Jules, aussi suivi dans une institution dont nous parlions dimanche, est spécialement important parce que lui souffrait de ce non-détachement des 2 dimensions à 3 dimensions. Il avait une tendance à vouloir rentrer dans l'écran. C'est-à-dire qu'il supportait les dessins animés, mais au bout d'un moment, il voulait frapper la surface de l'écran, c'est-à-dire s'engouffrer à l'intérieur. Et il passait son temps à chercher, disons, bien sûr sur Google Earth et Google Maps, il cherchait, parce qu'il avait vécu à l'étranger, à retrouver, par exemple, soit des paysages de France, soit des paysages des Bahamas, dans lesquels il avait été quand il était petit. Il supporte d'un côté ça, mais ce qu'il voulait, c'était le réaliser en 3D. Et il passait son temps à parler des imprimantes en 3D, des téléviseurs, des tablettes 3D, des films 3D. L'envers du 3D, c'est qu'il voulait aussi écraser les écrans. Et donc, tout un traitement dans l'institution a pu avoir lieu dans ce rapport entre 2 dimensions et 3 dimensions, et spécialement là autour d'un objet oral, parce qu'il avait eu la particularité de garder jusqu'à l'âge de 8 ans un biberon triangle. Mais le lait l'excitait tellement que ses parents avaient fini par retirer tout ce qui était alimentation lactée de son alimentation. Moyennant quoi, quand il est arrivé dans l'institution, il allait dans les frigidaires chercher les packs, les tétrapacks de lait et les écrasait avec une jubilation particulière. Et toute disons, le jeu de l'institution a été de pouvoir, avec lui, montrer comment s'articulait d'un côté l'écran et le trou et l'écrasement. Il y a eu l'objet oral traité, on a obtenu un certain calme qui lui ont permis d'articuler le biberon et le tétrapack écrasé. Il y a aussi le fait que lorsqu'il avait des comportements de violence en voulant traverser le trou, il demandait à aller aux toilettes en disant « Non, je ne vais pas boucher le trou, je ne vais pas boucher le trou ». Et de l'accompagner pour qu'il calme son angoisse, en effet, et qu'il n'ait pas immédiatement devant l'idée de la surface qui résiste, la volonté de créer le trou ou de le boucher. On l'a accompagné dans ce traitement successif de ce rapport de 3 dimensions à 2 dimensions, dans sa passion de créer des plans, de tracer des plans, en créant des modèles de façon méticuleuse, l'aidant à construire des machines, ce qu'il appelait des monster trucks, qui passaient leur temps à en écraser d'autres. Donc il construisait des machines en 3D qui passaient leur temps à réduire d'autres à 2D, à une mise à plat.
qui lui permettait de traiter cela. Il utilisait aussi, lorsqu'il réalisait une machine, il se faisait photographier dans l'espace de multiples façons, là aussi pour retrouver un plan d'articulation multiple entre le plan, la réalisation et comment la photo permettait la multiplicité des points de vue. Enfin, pour traiter son mode d'écrasement, ils ont eu l'idée formidable de lui faire des objets dans lesquels il était, qui étaient faire des décors de vaches, dans lequel, avec des photos de vaches, de passer de plans de vaches, de dessins, à la construction de machines de vaches, enfin en 3 dimensions, et qui lui ont permis ainsi de passer à sa dernière création, qui est vraiment originale, c'est que, à mesure qu'il franchissait, qu'il trouvait une façon d'articuler ce qui était interdit, ce dont il était privé, il posait en boucle la question « Qu'est-ce que ça veut dire privé ? Qu'est-ce que ça veut dire privé ?» On s'est bien gardé de lui répondre, puisqu'il y avait l'équivoque entre être privé de, le privé comme personnel, le privé si on fait une bêtise. Toutes ces équivoques, justement, n'amenaient qu'à une interrogation devant l'équivoque insupportable. Alors, on lui a laissé construire, justement dans son dernier atelier, après les décors vaches, il a construit un hélicoptère bicolore particulier avec les décors vaches. Il collait les deux collés les uns sur les autres et en disant « on va appeler ça un hélicoptère privé 3D ». Lui aussi, c'est comme son Minecraft à lui. Il a construit une machine dans laquelle il a pu lui dire « il y a un nom ». Alors je vais conclure. Notre monde, finalement, pas seulement le monde de Owen, le monde de Tom, le monde de Tim, mais notre monde est rempli de personnages qui nous accompagnent. Et Dan Griffin disait que lui, Charlie Parker, l'avait accompagné. Je veux dire, ça c'est un point commun, moi aussi, j'ai une grande fascination pour Charlie Parker. Il y a des personnages qui nous accompagnent, des dessins qui vont avec nous. Les enfants autistes, eux, ils n'ont pas oublié leur émerveillement lorsqu'il leur permet d'habiter et de parler le monde. L'Occident ne connaît pas le kabuki. Le kabuki est une forme d'art, justement, dans lequel le corps du personnage est parlé par un autre à côté. Toute cette disjonction entre le corps et le bain de langage dans lequel nous sommes plongés font partie des instruments dans notre civilisation. Les dessins nous accompagnent. Ça a été le génie incroyable de Walt Disney de comprendre ça dans les années 20, d'ajouter ça à l'échelle industrielle dans notre monde, mais les dessins nous accompagnent depuis Disney jusqu'à Charlie. Et au fond, nous avons besoin justement d'en faire des usages inventifs qui nous permettent de décrypter le monde, à la fois de l'inventer et y compris de l'interroger jusqu'au blasphème. Merci. Merci Éric Laurent qui, en effet, doit absolument partir à l'heure pour un train. Alors, ça ne nous empêche pas un instant de discussion sur ce texte. Évidemment, Éric Laurent ne pourra pas répondre. Mais ça ne nous empêche pas un instant de discussion sur ce texte qui, au fond, vient serrer un peu. Il y a la question
au fond de l'affinité, il y a aussi la manière d'en user, n'est-ce pas? Et ce texte vient serrer un peu les usages de l'affinité. Alors je vais passer la parole à Laurent Outavi. Merci beaucoup, c'est une gageure. Si Éric Laurent avait pu rester là, je me serais permis de lui dire que je n'avais pas vraiment de questions, mais vraiment des remerciements et un hommage. Je voulais lui dire que, au fond, tout son propos nous fait enseignement, de toute évidence, et je voulais lui en restituer quelque chose, quelques notes prises à la va-vite. Au fond, moi j'ai trouvé que dans ce qu'il nous a proposé, qui était, les applaudissements en témoignent, absolument magistral et merveilleux, au fond il nous disait qu'il y a un enjeu pour les thérapeutes, je m'adresse aux thérapeutes, c'est de devoir se régler sur une logique qu'ils n'inventent pas, se régler sur une logique qui existe indépendamment de ses inventions à lui, d'où le fait qu'ils doivent construire ensuite un modèle qui ouvre l'esprit et non pas le referme. Construire un modèle, au fond, un peu à la manière dont Ron Suskind nous avait parlé ce matin, une pensée symbolique, une théorie de l'esprit, et puis un petit appareil de navigation. Et j'ai eu le sentiment qu'Éric Laurent nous proposait les trois en même temps, c'est-à-dire qu'il nous invite à accepter de se laisser enseigner par la prise en compte de l'expérience dont Ron Suskind nous parle. Au fond, le premier point, je crois, c'est que Éric Laurent a dégagé ce qui n'était peut-être pas clair pour tout le monde, en tout cas qui pour moi m'était pas du tout apparu, c'est que c'est en termes de temps logique que ces 20 ans s'articulent. En termes de temps logique, et il a situé le premier moment. Le premier moment, c'est l'instant de voir, j'allais dire en termes churchilliens, c'est le début de la fin de la dégradation, c'est Joyce. Et il a situé une interprétation du côté de Cornelia, une interprétation qui vient scander, qui vient marquer un seuil. Deuxième temps logique, ce qu'Éric Laurent nous a dit, c'est au fond un temps pour comprendre où, autrement dit, comment Owen devient l'interprète du « il ne veut pas grandir ». Autrement dit, le statut de l'interprétation s'est déplacé. C'est d'abord la maman au premier temps logique, puis c'est le sujet au second temps. L'interprétation via le double, c'est bien d'Owen dont il s'agit. C'est d'Owen et son devenir. Au fond, ça me permet, je crois qu'il faut qu'on en souligne quelque chose, que l'on cesse d'opposer le sujet et le monde, qu'on cesse de construire un mur entre lui et le monde, ce qui ne vient jamais que redoubler l'angoisse, mais qu'on pense au contraire, en termes structurés, quelle est la valeur de l'énonciation. Et au fond, ce qui me paraît exemplaire dans ce qu'on a entendu ce matin et dans la proposition qu'en a fait Éric Laurent, c'est qu'il y a une mise en continuité du sujet, de la famille, du thérapeute, Dr Griffin qui est encore là, je crois. Au fond, l'enjeu, c'est, via la répétition, parier sur l'ouverture. Au fond, je crois que Éric Laurent nous a désigné, déplié une logique qui permet d'ordonner, au fond, une durée de 20 ans de travail. Il a terminé, c'est là-dessus, je voulais vraiment le remercier, sur la nécessité de réenchanter le monde, je synthétiserai ça comme ça, à partir de ce qui nous accompagne tous en sourdine, que bien souvent nous méconnaissons. Autrement dit, il a placé l'expérience comme enseignante pour nous tous, bien au-delà du thérapeute. C'était ce que je voulais lui dire. Merci. Voilà. Merci, c'est en effet, ça vient accompagner parfaitement la conclusion du texte d'Éric Laurent. Alors nous allons maintenant faire, il est prévu dans le programme, une pause de 15 minutes. Et donc voilà, nous faisons 15 minutes de pause et nous reprenons précisément donc à 4h35.